L'UFC a enfin repris et avec une carte comme souvent, plutôt sympathique pour un événement qui passe sous les radars. On a 5 combats qui terminent avant la limite sur la carte principale de 6 combats. Quelques moments intéressants en carte préliminaire. Surtout un très solide fight of the night entre Curtis et Kopylov et une Mackenzie Dern qui prend sa revanche sur Ribas. On parle de tout ça juste après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Mind. Sous Fight Mind. Bienvenue sur Fight Mind. Pousse. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Brian, alors il y a un truc qu'on a souligné sur Mackenzie Dern en preview, mais qui est plus intéressant que ce que je pensais en réalité. On avait dit que son pied-point s'était amélioré, ce qui lui permettait d'avoir des meilleures entrées en lutte. Et on l'a vu sur sa première amenée au sol, elle a très bien fonctionné. Et alors, il y a un autre point que j'ai relevé aussi, c'est elle s'en fout un peu de se retrouver sur son dos, vu son niveau au sol. Donc, son entrée ne doit pas spécialement lui suffire à amener son adversaire au sol, puisque de temps en temps, son adversaire va le faire pour elle. Et alors, elle peut capitaliser ensuite dessus, comme elle l'a fait dans la 3e reprise. Pour moi, c'est pas une approche qui l'amènera au titre, mais en attendant, force est de constater que ça fonctionne. Oui, ouais. Bah, c'est une stratégie qu'on a régulièrement vue avec des Jujitsuka qui implémentaient de la lutte. Ils en devenaient très dangereux parce qu'au final, ils ne sont que dans l'offensive. Et s'ils sont mis sur leur dos, bah, c'est pas un problème. Ce qu'ils veulent, c'est mettre au sol et pas mettre au sol en étant au-dessus. Effectivement, pour arriver au titre, ça risque d'être un peu plus compliqué parce que là, je pense qu'il y a eu quelques erreurs de son adversaire, hein, enfin des erreurs. Elle a manqué un petit peu de méfiance sur la dangerosité de Mackenzie Dern dos au sol. Et oui, je pense que ses futurs adversaires la garderont en tête qu'elle est dangereuse jusqu'au bout, tu vois. Ouais, je pense aussi qu'il y a eu une approche qui était intellectuellement négligée de la part de Ribas, dans le sens où elle avait potentiellement pris confiance en son jeu au sol contre Dern dans leur premier combat. Elle a fait 2 fois 1 minute 30 grosso modo au sol sans se faire mettre en danger. Et dans le deuxième round ici, déjà dans le premier round, quand elle se fait amener au sol, elle arrive à la maintenir dans sa garde sans se faire mettre réellement en danger. Et dans le deuxième round, sur la fin, elle se fait sweep après une tentative de Moplata. Ouais. Mais je crois qu'elle l'a senti qu'elle pouvait rester au sol contre Dern. Elle a pris confiance par rapport à ça. Alors que clairement, là où la différence de niveau elle était la plus claire, c'était debout. Et elle n'a pas cherché à se relever à tout prix. Elle n'a pas eu une approche ground is lava, ce qui est pourtant ce qui devrait se faire contre Mackenzie Dern. Bah, ça reste des stratégies qui sont adoptées de mettre un Jujitsuka au sol et puis de le laisser s'épuiser, chercher des ouvertures et puis fermer toutes les portes de soumission possibles. Ça, entre guillemets, ça semblait fonctionner au deuxième. Effectivement, comme tu l'as dit, elle a dû prendre confiance, mais voilà, ouais, pour moi, le niveau est vraiment. Quand le niveau est trop, la différence de niveau est trop importante, il faut que ce soit le ground is lava. Il faut refuser absolument le sol. Je trouve qu'elle a manqué d'activité à suivre, comment dire ça, à suivre les hanches de son adversaire, à récupérer ses bras. On avait cette stratégie qu'utilisait Georges Saint-Pierre. Ouais. On l'a vu dans des combats où il était dans la garde et puis face à, je sais plus moi, au frère Diaz, non, c'était... Face à Diaz, il a fait ça et c'est surtout face à Condit. Je pense qu'il exprimait, qu'il a exprimé ça, qu'il suivait les hanches, à tout prix. Ouais. Et donc c'est stressant vu de l'extérieur parce qu'on se dit qu'au moindre erreur, ça peut être un Jujigatame, un triangle, une omoplata qui sort. Mais par contre, si tu défends bien, si tu maintiens l'adversaire, tu prends tes rounds relativement facilement, quoi. Mais là, effectivement, c'était, je pense, une mauvaise stratégie. Facile à dire après, évidemment, mais je suis d'accord avec toi. Pendant le combat, avant même de connaître le résultat, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle fout? Pourquoi elle sort pas? Pourquoi
Pourquoi elle Ouais, initie elle-même si tôt dans le round aussi? Parce qu'en fait, dans le premier combat, les 2 fois où elle a initié, il restait genre 1 minute 30 dans le round. Donc, elle amène au sol et puis elle va survivre là. Ici, dans le deuxième round, ça se passe après même pas 1 minute de mm, round. Donc, elle devait survivre 4 minutes derrière, quoi. Donc, bah j'ai oui. trouvé ça un peu fort. Et pareil, dans la troisième reprise, je me dis, ok, survécu. T'as gagné le round grâce à du contrôle, on va dire, et tu t'es pas fait surprendre par l'omoplata. Mais Ouais, bon. l'omoplata a quand même amené à une situation de scramble qui aurait pu faire Mm, un renversement et qui finalement a fait un renversement ouais, tout à la fin. Ah bah voilà, dans le troisième round, on a eu exactement la même situation. Tu es dans la garde, tu te fais retourner sur une giga. tentative de clé de bras, ouais, Mm. Gigatame, et puis au final, elle va quand même la sortir quelques secondes plus tard, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc effectivement, tu vois, entre le 2 et 3, je pense que au troisième, elle aurait dû refuser le sol. Mhm. Mettre au sol, pourquoi pas, tu vois, pour marquer les esprits, pour montrer que c'est elle qui domine la lutte, mais se relever rapidement et reboxer, je la trouvais ouais, bien au-dessus en striking, clairement. Ouais, bah Mm, de prime abord, c'était ça son chemin vers la victoire. ouais, ouais, ouais. Ça a été ça son chemin dans leur premier combat, et Mm. bah, ça n'a pas fonctionné pour elle. Maintenant, Par contre, je pense ouais. qu'on en a vite fait parler en off. On est quand même un tout petit peu déçu du niveau quand tu vois un numéro 6 et un numéro 8 à côté des noms sur un main event. Ah, j'ai pas trouvé ça extraordinaire, personnellement. Bah, on en avait déjà parlé, hein. Mackenzie Dern, sur ses combats, faut pas commencer à regarder son niveau ni en striking ni en lutte parce que c'est vraiment très très faible. Par contre, on peut réellement, on l'a déjà souligné, son niveau en jiu-jitsu, moi je le trouve très très bon, quoi. Je le trouve très Ah bon oui, et, et donc bah, toutes les phases qui sont debout, toutes les phases de lutte sont, voilà, faut les regarder. Mais il faudrait juste faire un highlight du sol. Par contre, le sol, je trouve qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes à regarder. Moi, j'ai retenu enfin, des classiques, hein. Les talons elle vient placer ses talons dans les hanches. mhm. Et étonnamment, Amanda Ribas ne supprimait pas les talons qui étaient dans les hanches, mais en ayant les talons dans les hanches, elle a la possibilité de pouvoir facilement sortir son corps à à 90 degrés, tu vois, et attaquer les clés qu'on a vues. Euh, Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est juste avant le Jigatame, qui lui a permis de soumettre à 10 secondes de la fin. C'est un mix entre des frappes et du crossface comme ça. Donc Ouais, il y avait les coudes, bien évidemment, mais il y avait, elle est en monte, en train de pousser sur la tête et frapper. Et donc bah, l'adversaire veut repousser le corps, les bras, et elle l'a fait plusieurs fois. Elle a été relativement patiente très et patiente. Ouais, très très patiente. Ça, j'ai très bien aimé. patient, ouais. Ouais. Parce que bon, c'est téléphoné, hein, t'es en monte, tu es sur une monte quasi au niveau des épaules, tu t'attends à ce que ce soit un Jujigatame. Mais là, elle était patiente, le coude, pas de recherche de coup de coude non plus, parce que quand il y a un petit peu trop de dangerosité, on peut avoir un adversaire qui donne son 100% à ponter, à essayer de s'échapper. Là, elle l'a appuyé sur sa tête, des petites frappes jusqu'à ouvrir l'ouverture. Et au niveau des hanches, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que je pense qu'elle est vraiment à l'aise pour attaquer un J des deux côtés. Ouais, ouais, je me suis fait la même réflexion parce qu'elle est partie sur le bras droit d'abord. Enfin, ses Ouais, hanches étaient plutôt en mode je je vais m'attendais moi. Ouais, attaquer ouais, le bras droit de Ribas et puis ouais, finalement elle a finalisé du côté gauche. Ouais. ouais. Donc je m'attendais vraiment à ce qu'elle attaque du côté sur le bras droit et au final, boum, elle part du côté gauche avec une aisance, enfin voilà, qui est vraiment à souligner. Son niveau en jiu-jitsu, il est, pour moi, enfin je sais pas après, je connais pas très bien les divisions féminines, mais c'est un des meilleurs jiu-jitsu qui est à Ah, à l'UFC, hein. l'UFC, oui, oui, clairement, clairement, Franchement, voir le meilleur, hein. Purement jiu-jitsu, hein, pas grappling MMA, vraiment ouais, purement jiu-jitsu. Je pense que c'est elle le numéro 1. ouais, franchement, impressionnant. Voilà, voilà. Ouais, bah, écoute, moi je suis pas mécontent du résultat, évidemment. J'avais finalement misé sur elle. J'avais mis un quart d'unité parce que mon degré de confiance n'était pas élevé. Je vais revenir quand même sur le pourquoi j'ai misé sur elle. En fait, par rapport au premier combat, il y avait pas mal d'éléments qui changeaient. Certains dont on en a parlé, et un par rapport à un commentaire qu'on a reçu qui m'a vraiment, qui a été Sur le le déclencheur. Donc, synchrone, non? non, donc Apex, on en avait parlé. Ouais, 5 rounds, on en avait parlé. C'est celle qui avait le plus progressé parmi les deux. ouais, On avait dit Gribas, on a l'impression que voilà,
elle kiffait sa carrière, mais elle cherchait pas spécialement à absolument faire progresser son jeu, alors que Mackenzie Dern, clairement, depuis 2019, son pied-point s'était amélioré, et même si sa lutte n'est pas encore extraordinaire, elle avait travaillé dessus. Mais moi, c'est surtout, j'avais oublié que c'était ce combat-là. Ce combat entre Dern et Ribas, c'était 4 mois après la naissance de la fille de Dern. Ah oui, oui, ah oui, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'elle était si lente et qu'elle était si visuellement peu sportive. Et donc je me suis dit, tous ces petits éléments qui se rajoutent, sa cote elle est déconnée. Et donc voilà, c'est ça qui a fait le déclencheur. Il y a quelqu'un en commentaire qui avait dit, ouais, elle a combattu 4 mois après avoir donné naissance. Et moi je pensais que c'était le combat d'après ça en fait. Ouais. Et donc ça m'a fait un déclic. Je me suis fait, bah ouais, attends, toi et moi on est tous les deux pères de famille. Moi, je me souviens de l'état de ma femme 4 mois après une naissance. J'aurais mis ma maison sur son adversaire si elle avait combattu, tu vois. Bah ouais, bien sûr, bien sûr. donc voilà, bien content du résultat parce que je commence bien l'année sur les cotes. En termes de suite, tu as une envie particulière. Là, bah, elle est numéro 6, elle vient de battre le numéro 8. Elle devrait combattre quelqu'un dans le top 5. Moi, j'avais noté de nouveau une revanche. Mais là, ce serait pour Jandy Roba. Jandy Roba est numéro 3 dans la division. Jandy Roba contre Dern 2, ça peut faire plaisir puisque les deux sont très très bonnes au sol. Ouais, ça peut être bien. Alors, il y a eu une petite interview, j'ai rapidement vu que Mackenzie Dern parlait qu'elle ne voulait pas brûler les étapes, qu'elle ne sentait pas de monter trop rapidement au titre, parce qu'elle dit que ça sert à rien de combattre pour la ceinture si c'est pour perdre dans le premier round, si j'ai bien écouté l'interview. Je trouvais ça intéressant. Je trouve ça toujours intéressant, les combattants qui sont capables de se situer, entre guillemets, dans leur carrière. Donc, ouais, donc à voir, pourquoi pas. Ouais, bah, de toute façon, là, le titre est un tout petit peu hors de portée à l'heure actuelle pour elle. Ah non, mais là, elle parlait plutôt qu'il lui faudrait bien 2 ans, tu vois, 2 saisons pour le faire. Donc, ce qui représente quand même 4-5 combats, tu vois. Ah ouais, ok. Ah bah... Ah ouais, c'est loin. Ouais, alors Jandy Roba, c'est peut-être un peu trop, parce que si tu la bats, tu bats la numéro 3, limite, tu te places comme une contender. Ah ouais. Donc, mais bon, de l'autre côté, tu peux pas aller regarder Angela Hill, qui est numéro 13, quand tu viens de battre Ribas. Non, c'est sûr. Mais je pense en tout cas, si là, pour son avenir, j'aimerais bien la voir rester pas trop haut, quitte à prendre quelqu'un d'un peu moins bien classé, mais où elle serait très très favorite et où elle pourrait continuer à progresser. En tout cas, si j'étais du côté de son management et coach, je pense que ça serait un petit peu ça, tu vois. Bah, en tout cas, j'apprécie effectivement. Toi comme moi, on aime beaucoup les combattants qui font preuve de réalisme et qui veulent pas se précipiter quand ils savent qu'ils n'ont pas de chance à gagner le titre pour le moment. Ça montre du potentiel. Je pense que sur le mindset, ça montre du potentiel et donc j'aime bien. Ouais, tant mieux. Alors si ça. Donc là, on pourrait dire que ça c'est un bon combat qu'elle a fait, un gros combat. Elle était underdog. Donc là, qu'elle puisse repartir sur 2 combats de progression, on va appeler ça comme ça. Et puis après, à nouveau, un combat qui lui permet de monter un peu plus haut dans le classement. Et encore peut-être 1 ou 2 combats de progression avant un titre, ce qui fait à peu près ça, 4-5 combats. Ouais, bah écoute, je m'aligne à ça et ça fait plaisir. Vraiment, ça fait plaisir. Ça veut dire qu'on devrait la voir continuer à progresser et on espère qu'elle arrive à avoir une bonne analyse sur ce qui manque à son jeu pour vraiment avoir le niveau de combattre pour un titre. On parle de la suite juste après une courte pub. J'aimerais prendre un court moment pour remercier notre sponsor principal Unibet.fr. C'est grâce à nos sponsors que nous pouvons produire ce contenu et le mettre gratuitement à votre disposition en enlevant les ads sur les différentes plateformes. Unibet.fr est le site qui vous offre les meilleures cotes sur les combats de MMA. Au vu des dangers des jeux d'argent, on vous invite à vous inscrire uniquement si c'est avec une approche ludique et récréative. Budgétez et voyez ça comme une opportunité de vous renseigner davantage sur le sport qui vous passionne. Obtenez un free bet allant jusqu'à 100 € en passant par notre lien en description lors de votre inscription. Quel combat de dingue. Curtis contre Kopylov, on va commencer par là. C'est pas le common event, donc on va pas être en ordre chronologique ici, mais j'imagine que toi aussi. Moi, j'ai tout kiffé dans ce combat. Le double, le triple jab de Curtis, ses uppercuts, ses combos, son travail au corps, sa pression. De l'autre côté, les low kicks de Kopylov contre la boxe de Curtis, je trouve ça très intéressant. Sa capacité à tenir le rythme de Curtis, battre le volume par l'intensité, son travail sur le reculoir. Franchement, ce combat, c'était une pépite pour moi.
Ouais, je te laisse parler un peu de ce que tu veux, et après il faudra parler, je pense, de l'arrêt de l'arbitre aussi. Ouais, tout était parfait jusqu'à 1 seconde de la fin. C'est exactement ça, ouais. En parlant de Paris, tu vois, moi j'étais à l'aise, je me suis dit c'est bon, j'avais mis Kopylov à la décision. Et Ah, il a j'avais fallu. oublié que tu avais fait ça. Ah là 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 J'étais là comme là là. ça, tu vois, 10 secondes, 5 secondes, 3 secondes. Ouais, 1 seconde. Oh non! T'as eu la même réaction que Chris Curtis, je pense. Ah là 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 là. Incroyable. Alors voilà, moi c'est un des combats où j'ai noté le plus de choses. Mhm. Effectivement, là, t'as pas mal parlé de Curtis, mais c'est vrai que bah, bon, c'est peut-être pas, enfin voilà, hein, c'est peut-être pas le plus adapté pour en MMA, sa manière de boxer, mais en tout cas en termes de spectacle, c'est toujours des très chouettes combats. Je pense que en tout cas dans le premier round, une des techniques qui est beaucoup revenue des deux côtés, c'est ce qu'on appelle le flicker jab, tu vois. Mhm. Donc ce jab que tu envoies sans réellement de puissance, qui vient juste quasi fouetter le visage de l'autre. Et les deux l'ont très très bien utilisé. Franchement, je suis en train de me dire, ils se prennent quand même beaucoup de coups, quoi. Ça fait mal, tu vois. Ah, le visage de Kopylov au cours du combat, j'étais là, ouais, Ah ouais. ça va faire mal à la tête, ça, après. Donc ça, c'est vraiment premier round, deuxième round. Par contre, je trouve que deuxième round, on a vu que en boxe MMA, c'était Curtis qui était au-dessus. Donc on a eu un Kopylov qui a dû montrer que la boxe pour MMA c'est bien, mais le MMA c'est mieux, on va dire, tu vois. Ouais. Dans les techniques que j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé de la part de Kopylov quand il rentre sur la single leg et qu'il envoie juste après. Donc il y a la défense de Curtis, il envoie deux body shots, donc deux crochets au corps. Il y a eu deux petites entre guillemets tentatives de lutte, mais qui semblaient pour moi plutôt une volonté de rappeler à Curtis que ça pouvait lutter, tu vois. Ouais. Donc ça, j'ai vraiment bien aimé. Deuxième round, toi, tu l'avais scoré pour Curtis ou pour Kopylov, attends. Ouais, moi j'ai vu que les gens le scoraient pour Kopylov, et je comprends parce que les Ah, deux plus grosses frappes du deuxième round sont pour Kopylov, mais la différence de volume pour moi, c'est... Non, moi j'avais Kopylov 1, Curtis 2, et Kopylov qui prenait le troisième jusqu'au finish. ouais, Donc, voilà, ouais. pour moi, le finish ne change rien à la Ah décision. non. Ouais, Et ouais. en plus de ça, le round qu'on donne à Curtis, j'aurais pas été choqué que deux juges le donnent à Ouais. Kopylov, honnêtement. Je pense en plus que le deuxième round, c'est Curtis qui prenait un gros avantage. Et sur la fin, Kopylov est revenu, il avait bien touché, quoi. Ouais, il y a eu un moment assez bizarre. Il y a eu deux fautes dans le deuxième round de Kopylov, et j'ai l'impression qu'après la deuxième, je sais plus si c'était dans quel ordre, si c'était, c'est d'abord low blow et puis high poke. Et je trouve qu'après le high poke, c'est paradoxal, hein, ça n'a rien à voir, mais je trouve que Kopylov est super bien. C'est genre le Ouais. moment clé dans le deuxième round Mm. pour Kopylov. Kopylov revient bien après, et je crois qu'il restait 1 minute 30, un truc comme ça. Donc la dernière minute 30 est clairement à l'avantage de Kopylov, Mm. au point d'oublier ce qui s'est passé avant. Ouais, c'est très Ouais, pour serré. moi, Ce deuxième c'était. round est très serré. Ouais. Moi, j'avais 19-19, hein, j'avais donné. Et puis le troisième round, bon, sans discussion, donc c'est pas genre à 1 seconde ça s'arrête et ça aurait pu aller à l'un comme à l'autre. Mm. Ce que j'ai bien aimé dans le combat, c'est c'est assez paradoxal, hein. Mais d'un côté, la défense de Curtis, donc les gardes qu'il utilise, j'ai Mhm. beaucoup aimé, tu vois, il a montré l'arsenal de boxe anglaise entre le Philly Le Shell, shoulder roll, ouais. high guard et puis cross guard, tu Le vois. croisé, ouais. Et en même temps, il a pris de ses il a pris de ses frappes où tu te dis, il se prenait des 1-2 pleines balles, tu vois, et tu te dis, tu vois, genre. Donc c'est très paradoxal. D'un côté, je trouvais sa Ouais. défense top, un très très bon clin d'œil pour les amateurs de boxe anglaise. De l'autre côté, il se prenait des sacrées frappes. Et alors, ce qui m'a manqué un petit peu dans ce combat-là du côté de Kopylov, c'est que je trouve qu'il a manqué. Alors bon, et c'est toujours pareil, hein, tu l'utilises pas, mais tu le mets au troisième et ça permet d'arrêter le combat, c'est parfait. Mais je m'attendais à ce qu'il mette un peu plus de kick, tu vois. Mhm. Donc voilà, donc je m'attendais à avoir plus de kicks. Après, il suffit de 1 pour obtenir Voilà. le finish. Ça m'a beaucoup déplu sur le côté Paris, tu vois. Mais sur le côté stratégique, voilà, hop, hop, le high kick qui monte. Et ça, c'est une bonne leçon aussi à avoir, hein. La high guard, tous ces trucs-là de boxe anglaise, effectivement, ça défend bien sur des frappes de poing,
entre guillemets. Mhm. Mais une jambe de, je sais pas combien de kilos ça pèse une jambe, tu vois. Mais ça pèse lourd, hein, les amis, ça Ça pèse pèse lourd. lourd. Ouais, ouais, ça pèse lourd. Et un high kick qui arrive sur un petit bras, et ben ça assomme. Et on l'a vu tout à la fin du troisième round, donc ouais, il y a une partie de moi qui a quand même beaucoup aimé ce dernier échange. Ouais. Voilà, Ouais, voilà. d'autant plus qu'il était crevé, Kopilov. Il était à bout de force. Ouais. Je pense que à 1 minute de la fin du combat, tu le vois. Genre, c'est lui qui menait la cadence, mais tu vois vraiment poser ses Ah deux ouais. poings sur ses hanches avant de recombattre. Et on l'a vu lutter dans la troisième reprise. Et je pense que son objectif, c'était en mode, tu sais quoi, je vais lutter, je vais le conserver au sol Hmm. pour plus me Oh, griller. Et le quand ça round, s'est ouais. relevé, je crois que mentalement, il s'est dit, oh, il faut encore que je tienne et tout. Et le fait qu'il soit capable de lever cette jambe avec suffisamment de puissance pour ouais, faire complètement vaciller Chris Hmm. Curtis, c'est beau, c'est très Bon, très beau. il était touché, hein, il avait été touché au troisième, Chris Curtis. Ouais, ouais, il était déjà pressonné, on va dire ça comme ça. Et alors sur ce combat, un autre point qui est intéressant, hein, peut-être plus, enfin comment dire ça, un peu plus précis, c'est qu'on avait deux gauchers. Et moi j'aime beaucoup regarder les combats de gaucher contre gaucher parce que ben, des deux côtés, ils affrontent un profil qu'ils ont peu l'habitude Ouais. avec qui travailler à l'entraînement, tu vois, parce que Mhm. 80% sont droitiers. Et t'es obligé, donc quand tu es gaucher, la plupart du temps, tu vas travailler, alors soit parce que tu as expérimenté des combinaisons face à des droitiers, mais tu vas avoir des combinaisons de garde ouverte. Et en fait, quand tu te retrouves face à un gaucher, tu dois revenir sur des combinaisons beaucoup plus classiques, tu vois, Mhm. de garde fermée. Et donc ça, je trouvais ça assez intéressant à regarder. Et au final, ils se débrouillent, bah voilà, hein, ils se Tous débrouillent les tous deux les se deux débrouillent bien en garde fermée, je trouve. Ouais. très très bien en garde fermée. L'utilisation du jab, on en a parlé. Le 1-2. Le 1-3 Le de 1-3, Curtis. j'allais le dire Ouais. Ouais. exactement. Ouais, Ou l'équipe, le par contre. 1-1-3 ou le 1-1-1-3, il les a toutes faites, Curtis. Exactement. Et puis au final, par contre, bah, ce dernier high kick jambe arrière sur une garde fermée, on l'utilise pas trop, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est On vrai. l'utilise pas trop parce que c'est pas très ouvert, mais d'ailleurs, bah, il y avait la garde, hein, mais Ouais. elle a été suffisante pour finir d'assommer Curtis. Donc Ouais, ça voilà, peut donc je donner trouvais ça envie intéressant. de l'envoyer plus souvent en garde fermée, parce que c'est vrai que le middle et le high kick en garde fermée, c'est plutôt rare. On va plutôt partir sur les switch, Ouais. switch high kick, switch middle, dans Mm. ce cas-là. Pour moi, c'est un early stoppage quand même. Certes, Chris Curtis est très mal, il est solidement touché, mais sa Ouais. direction est vers le haut. Donc tu vois se poser sur les genoux, se mettre à quatre pattes, vouloir se relever. L'arbitre arrête. Voilà, encore une fois, ça change pas grand-chose au résultat. Mais si tu as cette séquence-là plutôt dans le combat, c'est clairement early stoppage. Donc voilà, je pense que ça mérite d'être notifié. Ouais, bah écoute, moi ça change pas grand-chose aussi. Pour moi, ça change. Pour toi, ça change. Pour les parieurs, ça change. Pour Chris Curtis, je pense que ça change aussi Ouais, sur le fait d'avoir une défaite par KO ou TKO ou par décision. C'est toujours différent, même dans les négociations pour les combats futurs, c'est vrai. pour demander une revanche, j'en sais rien, tu vois. Donc non, ça change et on l'a vu, hein, il était quand même pas mal affecté Ouais. par cet arrêt, hein. Je pense qu'il savait qu'il allait perdre le combat, mais cet arrêt, quand même, c'est pas rien, tu vois. Non, mais t'as raison. C'est vrai que ça change rien. Ce que je voulais dire, c'est que ça change rien sur qui a la main levée. Oui, ça, Mais c'est sûr. sur beaucoup d'autres aspects, ça change quelque chose. Et effectivement, c'est pas la même chose de perdre à la décision versus perdre par TKO. Même si, comme on le sait très bien, là, tout le monde sait ce qui s'est passé, tout le monde peut discuter, mais dans 3 ans, quand on regarde en arrière, c'est une défaite par KO ou TKO. Ouais, exactement. Pour la suite, moi, j'ai Kopilov contre Paulo Costa que j'aimerais bien voir. Ouais, Et Chris Curtis contre Kevin Holland, peu importe son résultat contre Niederreiter. écoute, ouais, c'est chouette. C'est très très chouette, ouais, ouais, je pense que les deux, c'est bien. Kopilov, j'arrive pas trop à savoir avec lui, j'ai l'impression que... Bon, de l'autre côté, il a passé Chris Curtis. Chris Curtis, ça reste un vrai bourbier, hein. De dingue. On en avait parlé avant. Hein. Ouais, c'est un vrai bourbier. Quand le combat a commencé, moi j'avais parié sur un Kopilov à la décision parce que je voyais un Curtis ne pas se faire mettre KO, effectivement. Et je voyais Kopilov légèrement supérieur. Mais je t'avoue que le deuxième round, j'étais pas très très bien. Je me suis dit, purée, j'ai encore sous-estimé Curtis, il va réussir à revenir dedans. Mais les cotes de Paris dans le deuxième round, j'ai vu la live odds en bas, il était à -400 Chris Curtis.
Je Ah trouvais ça oui. abusé. J'étais là, je disais, mais attends, il a pas... Ok, il a fait un très bon premier round, mais il le perd le premier round. Et donc, vraiment, ça veut dire que ce qu'on voyait du deuxième round, c'est au moment où les codes se sont affichés, c'est que les oddmakers étaient à fond derrière Curtis, quoi, en mode, ouais, c'est bon, maintenant, il a mis son Ah rythme ouais. et il va rouler dessus à partir de maintenant, quoi. Mm. Donc, je pense que les oddmakers se disaient, même s'il perd le premier, il est en train de prendre le deuxième et Ouais, la ouais, ouais, direction du ouais. combat va nous indiquer qu'il va Mm. prendre le troisième aussi, quoi. Donc pour en venir, ouais, Kopylov, ça me plairait bien. Alors, je pense que pour l'UFC, ce serait vraiment un bon combat, tu vois. Ouais, en Paulo plus. Costa, c'est une grosse star, mais bon, voilà, hein. Est-ce qu'il est toujours aussi bon qu'avant? Et, et puis, bah, sinon, ça permet à Kopylov Ouais. de monter, quoi. Là, chez eux, il est encore en numéro 11 dans leur classement. Moi, je pense que si je regarde dans le classement chez nous, il est loin, Paulo Costa, hein. Ouais, chez moi, il est 31, tu vois, sur le Ah classement oui, Fight Minds. Bah, sa dernière victoire, c'est Luke Rockhold. ouais, c'est vrai. En fait, quand tu regardes vraiment ses résultats à Paulo Costa, bah, il n'y a pas de raison qu'il ait beaucoup de points et qu'il Et soit si haut dans le Kopylov, classement, tu vois. chez vous, il est combien? Ah, il était assez loin aussi, mais par contre, il a battu Curtis qui était 15e égalité. Donc là, à mon avis, Kopylov, il va peut-être être frontière top 15. Donc, dans notre classement, ce combat fait sens. Ouais, moi, je Bah trouve oui, ça bien. regarde, Paulo Costa, sa dernière victoire, c'est Luke Rockhold en Mm. 2022. Et avant ça, c'est Yoel Romero en 2019. Et Ouais. sinon, il y a 4 défaites autour de ça. Donc, c'est logique qu'il soit si bas dans le Mm. classement d'un point de vue mathématique et data. Ok. Je ne sais pas si on doit transiter vers l'autre potentiel early stoppage ou l'autre guerre. On va faire chronologiquement. Comme main event, mon résumé est très simple. Divertissant mais très brouillon. La suite de Mm. leur carrière ne m'intéresse pas vraiment. Je ne sais pas si tu as un mot à dire là-dessus ou si on lance directement le Ouais, débat sur le stoppage. on parle de Santiago Ponzinibbio Ouais, contre c'est ça. Carlton Harris, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, non, bah écoute, ouais, j'ai regardé rapidement, mais ça m'intéresse pas trop. Ouais, bah Personnellement. écoute, moi le finish ici, je le trouvais aussi un peu tôt. Je peux le comprendre parce que Harris était en mode zombie depuis quelques secondes, mais sa défense est assez cohérente. Il cherche à riposter. Euh, voilà, j'aurais pas eu de mal à ce que l'arbitre lui donne quelques secondes supplémentaires. Ah oui, peut-être quelques secondes. Après, moi, j'ai vu ça, je me suis pas dit que c'était un early stoppage. Ok. Pas autant que Chris Curtis. Mais je pense pas que ça puisse faire un énorme débat, mais ouais, voilà, t'as quand même un gars qui avait une garde cohérente, qui envoie un crochet, et puis l'arbitre voit le crochet partir, il regarde et puis il arrête. Je fais confiance à l'arbitre, peut-être qu'il a vu dans les yeux qu'il était en mode instinctif et que le crochet est Ouais. parti naturellement. Mais de l'écran, comme ça, sans voir les yeux de Harris, je me suis dit, Mm. ok, il pourrait se plaindre que c'est un early stoppage. Ceci dit, voilà, c'est comme j'ai dit, la suite de leur carrière m'intéresse pas particulièrement. C'était un combat fun. Je crois qu'ils peuvent encore offrir des combats fun mutuellement. Enfin, chacun de leur côté. Il y en a un qui a 38, l'autre 39 ans, ou c'est 37, 39 ans. Donc, voilà, on se rapproche tout doucement des fins de carrière. Deux vétérans du sport, ça peut faire des bons tests pour d'autres. Bref, je propose qu'on boive un coup et puis qu'on parle du grand n'importe quoi de ce finish entre Almeida et Alassane. Nous sommes fiers d'être ambassadeurs de la marque Oko Europe. Oko produit des gourdes filtrantes éco-responsables. Le filtre Oko traite l'eau pour la purifier et la rendre saine à la consommation. Polluants, pesticides, métaux lourds, mauvaises bactéries et autres contaminants sont efficacement filtrés. Cette gourde vous permet d'avoir accès à de l'eau de qualité à portée de main et même lors de vos voyages. La gourde de 650 ml est à 63 €, celle de 1 litre est à 69 €. Dans les deux cas, vous avez un filtre offert de 400 litres. Votre litre d'eau est donc à 17 centimes. Et oui, ça vous fera faire de sacrées économies, surtout sur le long terme. Une fois la gourde amortie, vos filtres pour 400 litres sont à 30 €, soit 7 centimes le litre. Et grâce à notre affiliation, vous avez encore 10% de réduction sur votre première commande avec le code FMOCO. Moins cher, moins de déchets, plus de facilité, plus sain. Rendez-vous en description pour le lien vers le site Oko Europe. Soutenez notre chaîne tout en mettant une priorité sur votre santé et celle de vos proches. Bon, je viens pour mettre KO, quitte à me faire mettre KO. Abdul Razak Alassane, il incarne cette citation, peu importe le combat. Alors le combat a commencé de manière très mesurée, je trouve. Par contre, dès l'accélération suite au knockdown de Alassane, c'est devenu chaotique. Et ouais, le KO, il est choquant. Il est beau, mais il est choquant, quoi. C'est sale, sale, sale. Le grand divertissement, comme les gens disent sur Twitter. Ouais, effectivement, effectivement. Bon, techniquement, non, comme tu, en plus, je trouve que Alassane,
c'était pas trop déconnant. C'est-à-dire que quand ça se relève, il utilise son double jab cross et tout. Enfin, Mhm. mais en face, il lui envoie une de ses. Non, c'est pas un crochet, c'est une sorte d'uppercut crochet bizarre, un angle. Enfin voilà, l'objectif c'est de toucher dans la bouche et c'est ce qu'il a fait, tu vois. Et écoute, comment on appelle ça, un beau retournement de situation. Mhm. Ouais, non, c'était sympa. Rien de. Ouais, et en plus, comme tu l'as dit, c'est pas que Alassane est parti en méga brouillon, en bagarre de bistrot. Non. Après ça, il restait technique pour chercher à capitaliser sur le knockdown. Et Almeida est resté très lucide. Ouais, il est resté lucide dans le moment. Il a défendu, il a trouvé son ouverture, il a arraché sa Mm. tête et il était out de chez out. Ouais, franchement, c'est un beau highlight. On commence l'année avec un Ouais. très beau KO de la soirée là. Après, si on peut en tirer une leçon pour les combattants, c'est qu'un animal blessé va avoir plusieurs réactions, tu vois, des défensifs, la fuite, se mettre en boule, ou Ouais, l'agression, c'est-à-dire mordre, enfin frapper, etc. Et c'est vrai que là, souvent, ce qu'on conseille, en tout cas moi, ce que je conseille, c'est quand un adversaire va être touché, tu vois, quand tu vas la reconnecter, tu sais qu'il va y avoir des frappes puissantes qui veulent l'éteindre. Et mhm. donc la plupart du temps, tu vas envoyer ton jab, ton cross, mais le cross va pas être là pour toucher, et puis tu sors complètement parce que tu sais qu'il va y avoir un large crochet qui va passer, et tu frappes pour de vrai après les frappes Derrière. puissantes, tu Ouais. vois. Et donc souvent, dès que t'as touché, tu rentres sur du in and out, ou alors du leaning back, du retrait de buste, tu vois. Ouais. Tu touches, frappes, retrait de buste, et c'est là où tu viens connecter. Et ça, c'est un truc qui aurait dû, enfin pour Alassane, ça aurait peut-être été stratégiquement mieux, tu vois. Ouais. Et ça, on le voit que chez les meilleurs boxeurs, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Après, c'est quelque chose qui se travaille peu parce qu'à l'entraînement, tu vas pas aller sonner un gars et puis chercher à l'éteindre derrière. Donc c'est quelque chose qui est, voilà, tu dois travailler au PAO, tu dois faire des mises en situation. Mais je pense que quand tu es dans Ça, le combat, tu as ouais. toute l'adrénaline qui vient et qui prend le dessus et tu en oublies un peu tout ce Alors, stratagème qui est potentiellement, en fait, ce que tu expliques là, de venir travailler en in and out après avoir touché quelqu'un, c'est ce qui fonctionne mieux par rapport à tous les cas de figure possibles de la réaction classique de quelqu'un de touché ouais, qui ouais, ouais. vacille. Comme tu l'as dit, soit le mec il se met 100% en mode défensif, le in and out va bien fonctionner, soit il va réagir avec de l'agressivité, ça va bien fonctionner parce que tu Mm, vas pouvoir contrer ses gros contres, mm. soit il va vouloir fuir et bon là le in and Et tu out te c'est replaces, peut-être ouais. d'abord mettre de la pression et voilà, Ouais. c'est ça, se replacer puis retravailler Mais en in and out. oui, ça se travaille peu, ça se travaille ici en sparring quand tu travailles en volume et que tu as un adversaire qui est submergé. Les frappes n'ont pas besoin d'être puissantes, mais il est Ouais. submergé et donc il va vouloir réagir face au volume par de l'intensité et tu passes derrière ça, quoi. Et Ah ouais. effectivement, c'est à ce moment-là où tu le travailles en sparring, quoi. Mhm. Mais après, si tu l'as en tête, rien que de l'entendre, là, rien que de connaître ce tuyau-là, entre guillemets, tu vois, tu peux l'appliquer après Ouais. en combat, quoi. Mm, mm. Ah, alors, on doit parler de celui-là parce que je sais que tu l'as kiffé. Le Phil Davis, le Shift Phil Davis en contre sur le direct au corps, signé Puna L. Soriano sur Uros Medic. Je te laisse l'expliquer. C'est un que tu apprécies particulièrement. Ouais, ouais. Donc, vas-y, parce que là, j'ai pas trop suivi. Le Shift à la Phil Donc, quand Davis. tu envoies le bras arrière, tu fais un shift et tu envoies à nouveau ton bras arrière en Ouais, sortie. voilà, tu viens de l'expliquer. Ah, ok, ça va. Je crois que j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube sur celui-là. Ça m'étonnerait pas parce que je sais qu'on l'avait beaucoup bossé et que tu l'aimais Ouais, ouais, bien, ouais. tu l'avais travaillé contre Corey Tate, Ouais, il ça était fonctionne passé. bien. Ouais, ça Voilà, passe bien. ça fonctionne bien face à ceux qui reculent en ligne, ceux qui reculent sur le côté fermé de base. Non, Et ça fonctionne surtout sur des adversaires qui reculent en pas chassé sur la droite. Donc, tu ouais, donc sur envoies. le côté fermé. Bah, ça, Ah ça oui, se non, dit. non. Oui. Ouais, c'est ça. Tu pars en pas chassé à 45 degrés sur Ouais, le côté soi-disant fermé, mais après, comme tu fais un shift, ça devient ouvert. voilà, Donc, tu envoies exactement. ta frappe et tu fermes l'angle, son côté gauche. Il est obligé d'évacuer par la droite, ce qui est un mouvement relativement facile. Et là, tu as un crochet large, mais qui est sur du bout de bras, comme ça, qui arrive, Mhm. mais tu vas toujours tout droit, toi, en fait, hein. Et crochet large, et souvent, quand l'adversaire te regarde, il voit pas la frappe arriver sur le menton. Ouais, Donc, c'est Phil Davis qui l'avait placé contre un combattant français, mais je me rappelle plus son nom. Carmon.
Ouais, Francis Caramon. Ouais. Mhm. Donc ça fonctionne très 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 bien. Et puis voilà, c'est ce qui s'est passé à nouveau. C'est une technique ouais, qui fonctionne bien. Ouais, pour couvrir beaucoup de distance. Généralement, quand tu es face à quelqu'un qui recule dans sa garde, ben, il fait demi-pas par demi-pas. Toi, comme tu fais un long shift, tu Mm. couvres 2 pas en an, donc tu prends un temps d'avance sur lui et ça permet d'aller le cueillir en bout de course. Donc très très beau, j'ai trouvé. Et finalement, pour compléter la carte principale, le combattant que tu attendais pas mal là, Bashi contre Sea Rhodes, on avait Ouais. dit un gros challenge pour lui. Moi, je t'avoue que j'ai pas eu l'occasion, j'ai pas encore eu le temps de finir ce combat, mais le début que j'ai vu, j'ai vraiment kiffé. J'ai trouvé ça très technique. Donc, je sais pas si ça continue sur cette lancée, mais ça m'avait l'air d'être un banger technique. T'as vu le résultat, hein? J'ai vu le résultat, ouais, donc Ah, ça va, tu ça va. peux me le griller. Bah écoute, franchement, ouais, très bon combat. Moi, euh, je m'attendais à ce que ça ait la décision. Je savais que les deux combattants allaient être très très solides. Enfin, je m'attendais pas à ce que Rodriguez soit aussi bon au premier round. Il a montré, enfin voilà, qu'il était très très bien préparé. Il prend son premier round, il surprend bien. Je pense qu'il fatigue fortement Bashi le lutteur. Bashi qui revient dans le deuxième, qui prend son deuxième round. On est à 1-1, donc on va revenir sur l'aspect technique, hein. Et puis ce troisième round où ça peut partir de l'un comme de l'autre, mais je pense que le jeune Bashi avait déjà épuisé pas mal d'énergie. Et, euh, et Rodriguez défend très très bien la lutte, se montre beaucoup plus incisif debout, et il l'emporte sur une décision logique, méritée. Euh, Alors, il y a pas mal de trucs que j'ai notés. Moi, ce que j'aime beaucoup, ça fait déjà quelques temps qu'on le travaille à la salle. Je sais pas comment ça s'appelle réellement. Je vais l'appeler le hip lock. Donc, c'est de la part du lutteur Bashi, là, tu vois. Donc, quand tu es sur un double leg, tu vas attraper les deux jambes, soit en gardant tes mains ouvertes sur une sorte qu'on appelle un drive, soit tu vas chercher à verrouiller les deux jambes comme ça pour soulever sous les fesses. Et il existe une autre technique c'est drôle parce on l'avait drillé, je pense, mardi ou mardi dernier. C'est tu viens verrouiller au niveau des hanches, mais en biais sur les hanches, tu vois. Donc Ouais, tu viens bloquer sur la partie supérieure de la cuisse et tu viens pousser. Donc soit le gars reste en face enfin de profil et puis tu le mets au sol, tu peux le soulever, etc. Soit il va se retourner et tu prends son dos. mhm. Et là, on a le Bashi en question qui l'a utilisé à de nombreuses reprises. Je vous invite vraiment à regarder cette technique parce elle est vraiment efficace. Et moi, la première fois que je l'avais vu, je pense que c'est un combattant de MMA, un Américain qui s'appelle, j'ai peur d'écorcher son nom, mais Geno Morelli, je crois que c'est un truc comme ça. Euh, Bref. Et cette technique-là fonctionne très bien. Par contre, alors ce qui a manqué à Bashi, je trouve, c'est que dans sa lutte, donc une fois qu'il a le dos, il part directement sur du grappling où il va sauter prendre le dos et passer ce qu'on appelle Ah, le seat belt, tu vois. ouais. Et ça, pour moi, ça a été une très mauvaise stratégie parce qu'il a perdu à de nombreuses reprises le dos de Rodriguez Hmm. et avec un Rodriguez qui a réussi à le faire tourner autour de lui pour reprendre la position. Donc ça, c'est un truc. Voilà, le seat belt, c'est vraiment très très efficace en grappling parce que tu es beaucoup plus rapide pour les soumissions. Maintenant, je trouve qu'en MMA, c'est pas la meilleure des solutions à adopter. Hmm. Et là, on l'a vu sur ce combat-là. Donc, pour moi, c'est deux leçons sur le combat, deux leçons techniques que je retiens. Le hip lock, qui fonctionne très bien. Et puis, bah, effectivement, la seat belt que je déconseille. euh, ouais, que je déconseille quand même. On va dire, comment je pourrais dire ça? Parce que C'est ça de reste. situation. Tu vas la déconseiller dans beaucoup de situations, et puis dans certaines situations, elle reste optimale. euh, je sais pas. Quand tu es déjà au sol, quand tu as déjà le Quand t'es- contrôle, quand tu as déjà le body triangle, peut-être à ce moment-là, ça peut être intéressant d'aller la placer. Ouais, peut-être. Peut-être que dans une deuxième partie, le seat belt peut être intéressant. Ou alors, en fonction des profils, si tu es vraiment un grappleur d'exception. Mais là, tu vois, je pense que le Bashi en question, c'est un lutteur d'exception.
Franchement, sa lutte, elle est vraiment, vraiment très, très bonne. Mais quand tu n'es pas de formation de grappling, je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution à adopter. Et d'ailleurs, on l'a vu, hein, il a perdu beaucoup de dos. Peut-être qu'avec énormément d'expérience, un très bon grappleur va l'adopter directement parce qu'il sera capable de conserver le dos uniquement grâce à ses jambes, tu vois. Ouais. Enfin voilà, c'était un très très bon combat à regarder. Donc une belle victoire pour Cyrode et, Ah oui. et première défaite pour Bashi dans sa carrière. Et ce Ouais. sera une défaite qui lui servira de leçon. Enfin, c'est une défaite qui sera potentiellement bénéfique pour la suite de sa carrière, puisqu'il aura des leçons à tirer. Et pour l'UFC, ça leur permettra aussi de peut-être mieux le calibrer en disant, OK, tu as fait un très bon combat contre Cyrode, maintenant on doit te reconstruire dans des combats un peu plus favorables au début. Ouais, je pense. Je pense que c'était un combat qui était un petit peu trop tôt, hein. C'est un premier Ouais, combat à l'UFC franchement. contre Rodriguez et c'était pas rien, tu vois. Rodriguez, on lui Ensuite, donne tous les petits jeunes, là, tu vois. Il a battu Raoul Rosas, maintenant il a battu Bashi. ouais, tous les gars talentueux comme ça, il les. Il a battu Simon aussi, non? Ouais. Ouais, ben franchement, le mec, il enchaîne ses belles petites victoires déjà. Ouais, Alors, tous je les. pense, je pense que tout ça sont des victoires qui vont bien vieillir en plus. Ah oui, parce que c'est vraiment des prospects hein, qu'il bat, des prospects qui sont repérés et en plus où l'UFC mise vraiment dessus. Et Mhm. lui, il vient avec le petit bâton dans les roues comme ça, là, pam. Voilà, c'est ça. Bah, ça en devient lui-même un prospect. Je pense qu'on va continuer à le suivre puisqu'il est pas si âgé lui-même, si je dis pas de bêtises. Christian Rodriguez, né en 97, ouais, il est jeune, hein. Ouais. Il est Non, jeune. très très bon. Franchement, regardez son combat, parce que là, on a quand même beaucoup parlé de Bashi, c'était un peu le prospect que tout le monde attendait. Ouais. Rodriguez, franchement, le premier round, les défenses de lutte, les genoux, enfin, le timing, tout était excellent, ses scrambles étaient excellents. Par contre, je pense que d'ici 3 4 ans, il passe pas un Bashi, par contre. Ah bah voilà. Ouais. Euh, on fait un rapide résumé enfin, ce qu'on a vu des prelims. Moi, ce que je retiens, c'est la clé de bras, qui est pas mal, de Bunes chez les flyweight contre le géant Johnson. Mhm. Le KO de Tulio, il est vraiment pas mal en soi. Beau changement de direction, avec un beau switch dans sa combinaison sur Potillera, ce qui signifie que les deux qui ont manqué le poids ont perdu. Toujours chouette à souligner. Puis quelqu'un avait dit en commentaire aussi de notre dernière vidéo de jeter un œil à Jacob Smith et j'avais complètement oublié à quel point il m'avait impressionné au Contender Series. Complètement oublié. Il avait fait si tu l'as pas vu, franchement, on va le voir parce que je crois que tu vas le kiffer. Il a des techniques un peu vicieuses comme ça. Et là, il a confirmé ses débuts. Très Mhm. explosif. Je crois que Daniel Cormier avait vanté son niveau en disant que c'est un vrai prospect. Et là, j'ai trouvé ses débuts très, très, très bons. Il est explosif. On sent qu'il est encore un peu vert, un peu jeune dans sa carrière, qui prend des mini-risques qui pourraient coûter cher à très haut niveau. Mais là, il n'y est pas encore et j'espère qu'ils vont le construire progressivement, lui, parce que, à mon avis, il a quelque chose à offrir. Il a quelque chose à Mhm. offrir. Écoute, je suis d'accord, moi j'ai regardé son combat, très très bon. Je pense qu'en plus son adversaire était assez solide et, euh, et franchement, une belle victoire, quoi. Un bras arrière crochet sur le menton, il y avait ouais, peu d'échappatoire pour l'adversaire, là, Franchement, c'était ouais, et je, solide. pense- Ouais. je pense qu'il a une très bonne lutte en plus de tout ça, donc athlétique, bonne Mhm. lutte. Il n'a pas peur d'aller à l'échange en pied-point, il se positionne bien. Le KO Power qu'il vient de montrer, donc ouais, un nom à retenir. Je sais pas si toi, il y a quelque chose d'autre sur la carte prélims. Euh, Non, pour l'instant, alors moi je vais jeter un coup d'œil à Nurullo Aliyev, on en avait parlé. ouais, Ça, je regardais. Et puis, tu avais parlé du combat féminin, Fatima Klin, Victoria Dudakova. Ouais, voilà, j'étais J'étais jeté intéressé un de voir ce œil. que ça donnait Ouais. contre moins de compétition. Elle a confirmé qu'elle avait un très bon niveau. Encore une fois, elle devra convaincre, continuer à convaincre. Elle est encore très jeune dans sa carrière, elle est encore très jeune tout court. Donc, je Mm, pense que là, l'UFC saura comment la faire monter. Et je pense que c'est un nom dont on va commencer à parler d'ici 3 4 ans. mm, mm. Ok, Voilà. Brian, merci les amis, merci à vous. On vous souhaite un très très bon dimanche. Ciao, ciao. Ciao tout le monde.